que, question, on n'est pas en train, je vais trop vite, je sais, non pas changer de guerre, mais de prévoir la guerre déjà d'après, si on arrive à une paix, en tout cas à une fixette tendance Corée du Nord, Corée du Sud, avec la Russie et l'Ukraine. D'abord, où en est-on de ce point de vue-là, selon vous? Point de vue Russie-Ukraine ou Serbie-Kosovo? De point de vue Russie-Ukraine d'abord, Serbie-Kosovo ensuite. Eh bien, évidemment, les questions sont liées, et ça fait au moins 30 ans qu'elles sont liées, puisque tout ce que nous vivons maintenant, c'est les conséquences de l'effondrement de l'URSS, en gros, et de la tentative du bloc occidental ou des États-Unis et de leurs alliés de prendre possession de tout ce qui était sous contrôle soviétique, de dominer le monde, en gros. Donc, évidemment que les deux sujets sont liés. Ce qui se passe maintenant en Ukraine, s'il fallait le résumer très très vite, je dirais qu'on arrive au terme de la deuxième guerre d'Ukraine. La première, c'est celle qui s'est terminée, qui a commencé le 24 février 2022, et qui s'est terminée avec l'échec des négociations de paix en mars à Istanbul. Pourquoi? Mars 2022, oui. 2022. Pourquoi? Parce que la Russie avait envoyé un corps expéditionnaire relativement petit pour essentiellement contraindre l'Ukraine à entrer en discussion pour bloquer le statut des régions indépendantes du Donbass et de la Crimée. Ce qu'ils ont réussi à faire, puisque l'Ukraine est entrée en négociation, simplement quelqu'un est arrivé, en l'occurrence c'était M. Boris Johnson à l'époque, le Premier ministre britannique, et a dit aux Ukrainiens, surtout vous ne signez rien, nous allons vous pourvoir à tout ce qu'il vous faut, mais vous signez rien, il faut chasser les Russes d'Ukraine. À partir de ce moment-là, les Russes... Et Boris Johnson est-ce qu'il était justement, parce que on a entendu ça, Slobodan Despotin, oui. Est-ce qu'il était, à votre avis, enfin pour savoir évidemment, sinon on spécule bien sûr, appuyé par les Américains? Est-ce qu'il était sous couvert américain, ou ça a été vraiment à l'époque la décision de Boris Johnson de dire moi je vais faire un... Vous savez où il est en ce moment, Boris Johnson? Non. Il est aux États-Unis. Il fait une tournée pour convaincre le camp républicain, qui est un peu sceptique vis-à-vis de cette guerre, de la poursuivre. Je n'ai pas l'impression qu'il pourrait le faire sans que l'autre partie, disons, du pouvoir américain, les démocrates, ne l'ait mandaté pour ça. Donc sa mission, son langage, sa vision depuis une année et quelques mois est toujours la même. C'est celle-là. Donc la guerre continue. Oui. Zelensky et les Ukrainiens. Deuxième guerre. Deuxième guerre, dans laquelle on est en plein pour le moment. On est en plein. On attendait depuis longtemps une contre-offensive ukrainienne qui s'est fait attendre. C'est un peu l'Arlésienne. Il paraît que depuis hier, il y a eu des opérations sur le front sud du Donbass et sur Zaporozhye, qui ne semblent pas avoir abouti à des gains territoriaux significatifs pour l'Ukraine, mais plutôt à de grosses pertes. Donc cette guerre est arrivée à un moment extrêmement délicat pour l'Occident, parce que rien de ce qu'on a promis ne marche. Alors justement, au-delà des manœuvres, etc., et des forces en présence, tout ça, est-ce que, au fond, la question qu'on peut poser, évidemment, et encore une fois, on sait qui est l'agresseur, qui est l'agressé, c'est pas le problème, mais est-ce qu'elle n'est pas pliée, cette guerre? Est-ce que quelque part, on a l'impression, mais encore une fois, ce sont vraiment, je le dis, personnel, et c'est un avis personnel qui n'engage que moi, on a l'impression qu'on joue les prolongations de part et d'autre, mais que c'est déjà plié. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on regarde de près, oui. Mais comme vous l'avez dit, André, vous-même, il y a un narratif. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qui est convenu d'appeler un narratif. C'est-à-dire une légende. Tous les événements, évidemment, dans les médias, ne sont que des récits. On n'arrive jamais à la réalité elle-même. On construit un récit. Et puis on le module en fonction de la réalité, si la réalité le dément. En l'occurrence, sur la question ukrainienne, aucun démenti de la réalité ne modifie le récit, y compris lorsque ces démentis viennent des responsables occidentaux eux-mêmes. Le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, l'a dit lui-même, l'Occident entier n'arrive pas à compenser les pertes en matériel et en munitions que occasionne la Russie en Ukraine. Sans parler des hommes. Donc, sans parler. Alors, une fois qu'on n'aura plus d'Ukrainiens, c'est qui va aller se battre? Peut-être que des Polonais. Et au-delà des Polonais, on va avoir qui? Des Français, des Italiens? Vous y croyez vraiment? Personne n'y croit. Jamais. Ça ne va pas arriver. Donc, cette guerre, du point de vue de la guerre militaire sur le terrain, ça fait longtemps qu'elle est pliée.
Simplement, là, on est en train de sacrifier des dizaines ou des centaines de milliers d'hommes pour rien. Ouais. Pour rien. Et c'est ça. Et d'ailleurs, ça va au point où vous avez vu que je ne sais quel général américain, en disant là très récemment, je me rappelle plus de son nom, qui disait mais nous, quand il y a eu les réunions au moment Gorbatchev, au moment de la chute de l'URSS, nous, on s'était engagés, on n'avait pas signé de traité, mais que l'OTAN n'irait pas au-delà de telle ou telle ou telle frontière. Rappelez-vous, on en a parlé. Moi, c'est Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères, qui nous l'avait confirmé ici à Sud Radio dans cette émission. Nous avions convenu que l'OTAN n'irait pas au-delà d'un certain niveau, je ne sais pas si c'est le Dniepr, entre les frontières, mais il n'y a pas eu de traité signé. Et donc, les Américains ont dit, mais on n'a rien signé, de quoi vous parlez? Alors, si ma mémoire est bonne, il n'existe pas de traité signé, mais il existe des procès-verbaux de la réunion avec Gorbatchev qui sont apparus ces dernières années et qui montrent que les Russes, enfin Gorbatchev et ses successeurs, étaient de bonne foi lorsqu'ils disaient nous avons une promesse des Américains et qui eût été vraiment un gage de paix. Parce que si l'une des superpuissances se retire du glacier européen, c'est pas pour que l'autre vienne poser ses armes et la menacer. Le but était de pacifier l'Europe. Et on n'a pas pacifié l'Europe, on a armé l'Europe. On peut même dire que certains des pays d'Europe de l'Est, donc de l'ex-pacte de Varsovie, ont été admis dans l'Union européenne de manière précipitée pour pouvoir entrer dans l'OTAN et pour servir de casemate sur le pourtour de la Russie. Admettons aussi, Slobodan Despat, que eux, ils avaient un assez mauvais souvenir du pouvoir soviétique. Tout à fait. Il faut le dire, et que donc ils avaient envie de la protection de l'OTAN. C'est un peu ça. Oui, mais voyez, tous ces pays ont des bonnes raisons de se protéger de la Russie. Un pays qui avait d'excellentes raisons de se protéger de la Russie, c'était la Finlande. La Finlande, qui avait un très bon traité de paix avec la Russie qui lui garantissait ses frontières, eh bien, elle vient de l'annuler unilatéralement en adhérant à l'OTAN. Donc, c'est la Finlande qui se remet dans une situation problématique avec la Russie sans que la Russie ait bougé le moindre soldat du côté de la Finlande. Ouais. Et alors justement, la guerre, on voit ce qui se passe sur le terrain et c'est terrible, et vous l'avez rappelé. Maintenant, qu'est-ce que ça dit justement, on va revenir effectivement, mais je voudrais peut-être étendre d'abord géographiquement. Qu'est-ce que ça dit du bouleversement qu'on voit qui a commencé bien avant la guerre, l'invasion de l'Ukraine, etc. Mais cette dédollarisation, cette partition, ce monde multipolaire que tout le monde nous annonce et qui apparemment, quand on voit ce qui s'est passé à Singapour avec les gens du renseignement, quand on voit ce qui s'est passé un peu partout dans les réunions du BRICS, Arabie Saoudite, Chine, etc., Iran, qu'est-ce que ça décrit, ça, Slobodan Despot? Ça décrit l'émergence d'un courant de fond qui était très puissant et que nous, en Occident, nous avons fait notre maximum pour réprimer. L'Occident n'a jamais voulu partager le pouvoir, même au moment où tout le monde était conscient que ce n'était plus l'époque coloniale, que ce n'était plus non plus l'époque de la suprématie technologique et économique. Et il aurait fallu entrer dans cette transition délibérément et volontairement. Maintenant, c'est à notre corps défendant que nous y allons, parce que personne ne demande plus l'avis des Occidentaux. À mon avis, dans cette transition, il y a eu des moments qui sont extrêmement éloquents. Mais écoutez, ils sont innombrables. Mais comme nous sommes sous l'emprise, justement, d'un narratif qui est unique, qui est monopolistique, on ne les voit pas. Je vais vous donner deux exemples disons, décentralisation du monde. Ouais. Et je vais vous donner un exemple de réaction du monde occidental face à ça. Les deux exemples, le premier, ça s'est passé il y a 5 jours, réunion des pays de l'OPEP. Des producteurs de pétrole. 3 agences de presse sont exclues de cette réunion. On les prie de ne pas venir. Alors d'habitude, quand ça se passe en Occident, c'est des gens, vous savez, comme Sud Radio, ou ceux qui posent les mauvaises questions, on leur dit, vous n'allez pas venir à la conférence de presse du ministre. Là, les 3 agences exclues de la conférence de l'OPEP, c'est Reuters, c'est Bloomberg, Reuters. La plus grande agence du monde. La plus grande agence du monde. Bloomberg, la plus grande agence dans le domaine économique et financier, et le Wall Street Journal. On leur dit, on n'a pas besoin de vous, vos informations, vos interprétations ne sont pas fiables, on ne veut pas de vous. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est inimaginable il y a encore 6 mois. C'est inimaginable. Ce qui est étonnant, c'est que personne n'a relevé ce fait qui est énorme. Un autre fait, par exemple, que vous savez, enfin, qui est de notoriété publique, mais dont on n'a pas encore mesuré les conséquences,
l'Arabie Saoudite et l'Iran sont dans des relations exécrables pendant des décennies, et tout d'un coup, Sunnite, chiite, voilà, sunnite et chiite, et tout d'un coup, sans crier gare, avec l'entremise des Chinois, les Saoudiens et les Iraniens recommencent à se parler. Mais enfin, le chef de la CIA a dit, nous, on n'était pas au courant. Vous imaginez à quel point l'Occident est décalé. Le chef de la CIA, le chef de la CIA, il a dit, mais ils auraient pu nous prévenir. C'est quand même incroyable. C'était impensable il y a encore... oui, voilà. et l'Arabie Saoudite, qui est, semble-t-il, candidate, sauf erreur, aux BRICS, c'est le pays du pétrodollar. C'est de là que ça a commencé. Bien sûr. Alors, si vous n'avez plus la base du pétrodollar, si vous n'avez pas le premier pays qui a créé cette nouvelle économie mondiale, vous avez quoi qui vous reste? Et donc, ce qui est normal, l'Empire américain, l'Empire atlantique réagit. Il y a quelques semaines, personne n'a remarqué, la Thaïlande a changé de gouvernement. Un gouvernement de jeunes. Maintenant, il n'y a plus que des young leaders, vous savez, dans le monde occidental. Oui, un gouvernement de jeunes est élu, et le chef du premier parti de cette coalition annonce, avant même d'avoir formé son gouvernement, avant même qu'on connaisse son gouvernement, que la première chose qu'il va faire, ça va être de soutenir la guérilla dans un pays voisin, en Birmanie. La guérilla, donc, qui combat... Premier geste de ce gouvernement. La première décision. D'accord. C'est-à-dire que la Thaïlande a ses problèmes, c'est un pays industriel, c'est un pays touristique, qui a beaucoup de problèmes lui-même, avec aussi un problème de guérilla. La première chose, c'est de s'occuper des affaires d'un pays voisin. Et il le dit, et il dit pourquoi il va le faire. Oui. Il dit, nous allons appliquer la charte, le Burma Act. Le Burma Act, c'est-à-dire le décret Birmanie, c'est pas un document thaïlandais, c'est un document de la diplomatie américaine. Donc ces gens sont des vrais proxies, comme on dit. Ce sont des gens qui ont été posés là. Des pro-américains, voilà. Des young leaders à l'américaine. Oui. Afin de déstabiliser un pays qui est allié de la Chine, qui est la Birmanie. Et c'est la première chose qu'ils font. Donc c'est clair comme du cristal. Vous avez un pays qui a besoin de tranquillité, qui a besoin de son tourisme, qui a pour premier partenaire économique la Chine, qui entre en guerre avec la Chine, sans avoir jamais consulté sa population. C'est la première chose qu'ils disent. Et alors, quid, alors si on revient un peu parmi nous, Oui. quid de l'Europe dans tout ça? On l'a beaucoup dit, où est l'Europe? Alors Kissinger, où est le numéro de téléphone? On voit très très bien les dimensions, l'Allemagne, tout ça, on en a beaucoup parlé. Mais dans ce contexte que vous venez de décrire, vous avez donné quand même des signes très forts, pas des signaux faibles, ça, de ce qui est en train de se passer. Il y a encore une cohérence européenne, à part Ursula von der Leyen et ce qui se passe avec les Pfizer et Bourla. Non, mais je veux dire, où en est véritablement il y a quelque chose qui s'appelle encore l'Europe ou pas? D'abord, il faudrait peut-être démêler, justement, puis vous mentionnez des personnes comme Madame von der Leyen, il faudrait peut-être démêler quelle est la position exacte, le rôle exact, la fonction exacte et la légitimité de Madame von der Leyen dans ce concert où elle prend des décisions qu'elle n'a pas le droit de prendre, qui relèvent de la compétence des États, notamment sur les questions militaires. C'est elle qui parle pour tout le monde. Lorsque Macron va visiter la Chine, les Chinois, elle s'invite. Au G7, elle était là. Quelle est sa légitimité à cette dame? Quelle est la légitimité de M. Charles Michel, pour parler au nom des Européens? Ou encore mieux, de cet extraordinaire M. Borrell, qu'on présente comme le Josep Borrell. Josep Borrell. Qui est quoi exactement d'ailleurs? Qui est catalan. Mais enfin bon, ça c'est accessoire. Il serait, paraît-il, ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Mais on ne sait pas, personne ne l'a nommé ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Alors le plus drôle, c'est que c'est ce même homme qui a dit que l'Europe, n'est-ce pas, était un jardin entouré de barbares. Hein, ça, on passera sur le racisme. Mais quand on a demandé à ce personnage hautement compétent, s'il savait ce qui se passait à Belgorod. À Belgorod, c'est cette région limitrophe de l'Ukraine, en Russie, où il y a une incursion maintenant de militaires ukrainiennes. Il a dit, je ne sais pas ce qui se passe à Belgrade. Donc, M. Borrell, le chef de la diplomatie européenne, ne savait pas que Belgrade et Belgorod, c'était deux villes différentes, et ne savait pas non plus ce qui se passait à Belgrade, alors que Belgrade est au cœur maintenant du nouveau foyer de conflit en Europe. Et c'est le chef de la diplomatie européenne. Donc ces gens sont d'une incompétence absolue et totale. Ce qu'ils font là... En fait, il n'y a pas de politique étrangère européenne. Si c'est M. Borrell, ça n'existe pas. Ouais.
Ça n'existe C'est pas. extraordinaire. Alors justement, et on voit très très bien que l'Europe, voilà, c'est divisé. Et on va en reparler tout de suite après cette petite pause. On va parler de ce qui se passe à Belgrade, justement. Et restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 pour interpeller Slobodan Despot. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Berkov dans tous ses états. Alors justement, monsieur Borrell a confondu Belgorod et Belgrade, mais parlons de Belgrade. Qu'est-ce qui se passe là? On voit depuis quelques jours, avec le Kosovo, les soldats de l'OTAN, etc. Qu'est-ce qui se passe exactement, Slobodan Despot? Alors, Est-ce que c'est une seconde guerre qui arrive? C'est quoi? mettez-moi une limite de combien d'années faut-il que je revienne en arrière pour expliquer ce qui se passe? Parce que c'est très très long. Hein. Ouais, non, enfin, Oui. en fait, on peut déjà partir de 99 et du bombardement de l'OTAN. Alors voilà, ça exemple. c'est une date clé à mon avis, c'est une date clé Ouais. pour notre histoire et pour l'histoire diplomatique du monde. Pourquoi? Parce qu'en 99, comme vous le savez, l'OTAN suite à l'échec des pourparlers de Rambouillet ici en France, a bombardé la Serbie pendant 78 jours pour en détacher le Kosovo. Sous un prétexte Sans humanitaire. avoir l'aval de l'ONU, hein. Sans l'aval de l'ONU. Sans l'aval de l'ONU. Donc sous un prétexte humanitaire. Donc c'est une opération strictement de l'OTAN. L'OTAN a fini, le 12 juin, par signer un armistice avec la Serbie, envoyer des soldats de la paix, enfin des troupes de l'OTAN pour soi-disant maintenir la paix au Kosovo, notamment des Français dans le Nord Kosovo. Peut-être qu'on va y revenir. Et puis, par la suite, l'ONU a ratifié cette situation par une résolution, la résolution 1244, qui reconnaissait la souveraineté de la Serbie, toujours sur le Kosovo. Ah, qui on connaissait, oui, c'est ça, complètement. Oui. Et qu'ont fait les pays de l'OTAN et leurs alliés? Ils ont ignoré cette résolution et ils ont reconnu le Kosovo. Parmi les premiers pays à l'avoir reconnu, d'ailleurs, curieusement, il y avait la Suisse, mon pays, neutre, qui reconnaît le Kosovo. Et aujourd'hui, vous avez environ une moitié des 180 États du monde qui reconnaissent le Kosovo et une moitié qui ne le reconnaissent pas, y compris au sein de l'Union européenne, comme l'Espagne, par exemple, pour des raisons évidentes. Ah oui, moitié reconnaissent, Voilà. moitié reconnaissent pas. La moitié-moitié, D'accord. grosso modo. D'accord. Et donc, à partir du moment où s'est produit ce kidnapping, ce détachement du Kosovo par la force armée de la Serbie, eh bien, le droit international n'existe plus. Et d'ailleurs, la preuve qu'il n'existe plus, c'est que les Américains n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de droit international lorsqu'ils veulent régler un conflit international. Ils parlent du rule-based order, un ordre basé sur des règles et non sur du droit. Et les règles, ce sont les leurs. Donc, lorsque nous avons besoin du Kosovo, nous le reconnaissons et ça devient un sujet de droit international pour nous. Mais lorsque les Russes ont besoin de la Crimée, nous ne reconnaissons pas et c'est une agression contre l'Ukraine. D'accord. Voilà, c'est simple. Et alors, aujourd'hui, voilà. qu'est-ce qui a fait relancer les hostilités aujourd'hui? Eh bien, comme vous le savez, le Kosovo donc a été le théâtre après 99 d'une persécution continue de la minorité serbe qui y restait. En 2004, il y a eu un grand pogrom avec une trentaine de morts, 1000 blessés, des milliers de maisons incendiées, des centaines de maisons incendiées et aussi des monastères, et une grande partie des Serbes du Kosovo ont quitté le Kosovo. Comme vous le savez, s'ils sont restés au nord Kosovo, donc Mitrovica, c'est notamment grâce au mérite des paras français, commandés à l'époque par le colonel Jacques Hogar. Qui les ont défendus. Qui les ont défendus, mais qui les ont défendus, et ça on peut trouver dans le livre du colonel Hogar, ils les ont défendus pas seulement contre les terroristes de l'Učeka albanaise, ils les ont aussi défendus contre une incursion, une tentative d'incursion et d'occupation du nord Kosovo par l'armée britannique, les forces britanniques présentes au Kosovo. Donc, Sous l'égide de l'OTAN, ça. c'était sous les égides de l'OTAN. Ouais. Donc, le fait qu'il y ait encore des Serbes au Kosovo, ça embêtait l'OTAN. Et ça embête toujours l'OTAN. Et l'OTAN a donc favorisé leur expulsion ou, disons, leur privation de droits tacites. Ce qu'ils voulaient, les Serbes, depuis ces dernières années, ce qu'il en reste, ils voulaient qu'on reconnaisse leur communauté de communes. Donc, une espèce de petite autonomie locale. Enclave, oui. Voilà. D'accord. Ça n'a pas été obtenu. L'automne dernier, le Kosovo a engagé un bras de fer avec les Serbes du Kosovo et avec la Serbie en imposant des plaques minéralogiques avec les emblèmes du Kosovo. Donc, en imposant aux Serbes, si vous voulez rouler avec leur voiture, de reconnaître la souveraineté du Kosovo. Bon, la Serbie n'a pas réagi, ça a passé. Ensuite, ils ont organisé des élections que même les Américains ont trouvées un petit peu abusives,
pour remplacer les mairies autonomes des régions serbes du Kosovo par des maires albanais. Et là, c'est ce qui a donné lieu aux émeutes actuelles où il y a eu beaucoup de morts, enfin pas de morts, pardon, de blessés, notamment dans les forces de l'OTAN. Et on en est là, avec évidemment une pression constante sur Belgrade pour obtenir quoi? Pour obtenir de la part de Belgrade la reconnaissance du Kosovo indépendant. C'est ça le but. Et manifestement, les autorités actuelles font preuve de trop de mollesse ou de mauvaise volonté dans ce sens. Est-ce que c'est quelque part lié à ce qui se passe entre Russie et Ukraine ou pas du tout, à votre avis? Alors, alors, il y a un lien que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le Kosovo a été le précédent qui a permis à la Russie d'intégrer la Crimée. Ah oui. Parce qu'on l'a fait au Kosovo, ils l'ont fait en Crimée. L'Occident n'a rien à dire au sujet de la Crimée et du Donbass. Dans la mesure où ce qu'il a fait, ça a été de bombarder un pays jusqu'à ce qu'il lâche la région qui intéressait l'OTAN. Sous des prétextes. Vous voulez dire c'est la jurisprudence OTAN? C'est une jurisprudence OTAN. Donc il y a évidemment, comme vous le savez, la plus grande base militaire américaine hors du territoire des États-Unis se trouve au Kosovo depuis. Non, en Turquie, non? Il paraît que c'était Bon Steve au Kosovo. Il paraît. Il y a une très grosse base. Il paraît. Moi, personne ne peut y accéder. Enfin bon. Donc c'est un intérêt stratégique des Américains qu'ils ont arraché comme ils l'ont voulu. Donc ça constitue un précédent. Donc c'est lié. Maintenant, quel est l'autre aspect par lequel c'est lié? C'est que évidemment, le Kosovo constitue un deuxième front en Europe si le front ukrainien ne fonctionne pas. C'est une manière de divertir l'attention. Oui, enfin, il y a déjà, attendez, Azerbaïdjan, au Karabakh et Arménie. Hein. Bien sûr. Mais c'est un peu loin, parce que le Kosovo, c'est là où vous allez en vacances. Hein. C'est la région de Dubrovnik, c'est pas loin. C'est vrai. Donc, Karabakh, tout le monde s'en fiche en Europe. Hein. Vous savez comment on réfléchit. Oui. Comme le Yémen, tout le monde s'en fichait. Tout le monde s'en fichait du Yémen, enfin de tout ça. Et on voit que d'ailleurs, sur tout le pourtour, n'est-ce pas, de la Russie et de la Chine, on a toutes sortes de conflits latents qui se réveillent. Maintenant, c'est les talibans et l'Iran. C'est le Soudan. C'est partout. C'est une déstabilisation générale. On crée des espèces de zones de conflit, de fixation. Ben oui, parce qu'il faut absolument détourner l'attention de ce qui se passe en Ukraine. Et aujourd'hui, ça va être multiplié, comme c'est multipolaire, ça va être multiplié en plus. Ah, je pense qu'on va pas vers les époques sereines.